en tant que vice-président à l'International des Relais Châteaux, qui regroupe plus de 550 maisons dans le monde, à travers 62 nationalités. Et moi, je suis mandaté par les 550 meilleurs chefs dans le monde pour les représenter. Et nous avons commencé en 2014, par faire un acte assez important en déposant un manifeste à l'UNESCO, suivi de 20 engagements. Et mon rôle n'est pas de défendre la gastronomie française dans un premier temps, mais de défendre la diversité des cuisines du monde, sachant que derrière chaque cuisine se cache la biodiversité végétale, animale et les savoir-faire. Concernant ce sujet des AOP, je peux vous assurer que, évidemment, en allant dans ces différents pays, et en plus, mon autre casquette, en tant que, pas simplement cuisinier, vice-président à l'International des Relais Châteaux, mais je travaille avec 1200 petits producteurs d'épices dans 6 pays, l'Inde, Sri Lanka, Madagascar, Mexique, Égypte. Je peux vous assurer que le monde entier nous envie depuis des décennies ces AOP. En vous écoutant, madame, monsieur, je pense qu'on est dans un pays où on a beaucoup de chance de pouvoir parler de ces choses-là. Parce qu'on ne l'a pas prononcé encore aujourd'hui, mais c'est une notion de plaisir. C'est le plaisir, et le plaisir est le moteur de tout art de vivre. À quoi servirait-il de vouloir protéger, trouver la généalogie, savoir le climat, le collectif? Mais c'est pour le plaisir du goût que bien souvent on a tendance à oublier. Mais le plaisir du goût, le plaisir, fait donc un rappel au bon. Et là, il nous appartient de tenter de redéfinir ce qu'est le bon. Le bon, ce n'est pas simplement ce qui pourrait satisfaire dans un premier temps les papilles, sans quoi les fraises tagada seraient bonnes. Et on sait tous, non, je ne veux même pas dire de cochonnerie en tant que breton, j'ai trop de respect pour la race porcine, mais vous comprenez que c'est quand même capital de prendre en compte le goût. Et le bon, c'est surtout pas de dire que quelque chose est meilleur. Je m'explique. Ça, c'est le modèle anglo-saxon. Vous pouvez présenter différents choux, vous pouvez présenter différentes carottes, vous pouvez présenter différentes vanilles, par exemple. Et tout d'un coup, vous expliquez la diversité entre une Ouganda, une Comore. Et au bout d'un moment, on vous dit, oui, mais c'est très gentil, Olivier, mais et le journaliste anglo-saxon, vraiment, what is the best? Enfin, on est le best. Ça n'a pas de sens. Ce que l'on développe là dans les AOP, dans le bon et dans le meilleur, c'est la diversité dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est la diversité. La diversité fait bien partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Ce n'est pas de dire l'un et l'autre, moi je suis chauvin, le mien à côté, c'est pas bon. Ce qui est intéressant, c'est la diversité. Or, d'un côté, on a le rouleau compresseur de l'uniformisation des multinationales qui veulent non seulement imposer un produit, mais imposer un goût, voire des goûts. Prenez simplement un petit déjeuner dans le monde entier, il y a 4-5 marques, fini. Vous soyez à Melbourne, à Los Angeles, à Sydney, à Paris ou à Londres, c'est le même petit déjeuner. Donc il veut déterminer. Mais l'intérêt, avant tout, c'est de défendre cette diversité du goût, des plaisirs, des cultures, et au-delà des arts de vivre dans le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très récent. Le monde, c'est plus le monde est un village. La vie n'est pas une règle, c'est une exception, d'une extraordinaire fragilité. Je rappelle qu'à 14 ans, moi j'étais les yeux rivés, comme ceux qui ont mon âge, devant les postes de télé, c'était la conquête de l'espace et de la Lune. Aujourd'hui, les enfants de 14 ans, ils ne sont pas devant leur télé, mais devant leur tablette. L'objectif, ce n'est pas l'objectif Lune. L'objectif,
c'est de tenter de sauver la planète Terre. Et moi, en tant que simple cuisinier, il ne s'agit pas de vous dire je vais m'occuper de l'air, qui est pourtant capital, quel air allons-nous respirer, quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater, mais concernant l'alimentation. Alors, concernant l'alimentation, face à justement ce rouleau compresseur des multinationales qui impose ce goût et qui balaye, et de l'autre côté, une espèce de pseudo-luxe qui voudrait croire que parfois, lorsque vous êtes sur une assiette, vous avez simplement le vinaigre balsamique d'un côté, un petit coup de wasabi, un peu de yuzu, c'est la nouvelle gastronomie internationale, et on mange partout la même chose. Eh bien, cette politique, et je salue ces hommes et ces femmes de France au début du XXe siècle qui ont eu cette formidable idée. Je rappelle que c'était exactement à la même époque qu'il y a eu deux frères qui ont eu une idée absolument géniale. C'était le guide touristique Michelin, à la découverte des territoires et des terroirs de France. C'est notre premier atout touristique. Alors on parle. Lorsque j'en vois aujourd'hui des multinationales ou de très gros industriels qui s'approprient finalement ce que la République a réussi à construire, ce lien, ce contrat avec le monde agricole, qui a engagé, qui a permis un rayonnement extraordinaire de la France quand on parle de sa gastronomie. Mais sa gastronomie, ce n'est pas simplement 2-3 chefs avec des toques. Ce sont ces hommes et ces femmes dans les campagnes, au bord de la mer, les ostréiculteurs, tous les conchiliculteurs, les apiculteurs, les maraîchers, les cultivateurs. J'aime ce mot qui vous avez raison de parler qu'aujourd'hui, il faut absolument relier le ministère de l'agriculture et de la culture, j'allais dire, mais aussi de l'environnement, mais aussi de la santé publique, parce que l'ensemble est lié. L'alimentation est au cœur de nos enjeux de société. Et aujourd'hui, on est dans une phase de vouloir réconcilier la campagne à la ville. Mais avant tout, toute la jeunesse que je regarde et je salue, je vous remercie d'être là, parce que c'est important que vous écoutiez ces choses-là et que vous preniez les choses en main, parce que de toute manière, vous allez les prendre en main et vous allez changer ce monde. Nous vous laissons un monde, on ne va pas culpabiliser, on ne savait pas. Mais maintenant que l'on sait, je vais vous assurer que ça, c'est le tout début, parce qu'il va falloir aller plus loin. La notion d'environnement n'a jamais été intégrée ici. Le taux de pesticides, d'insecticides, de fongicides, d'intrants que l'on peut mettre, de la pétrochimie, n'a jamais été intégré. On peut bien l'imaginer. Donc, et le local, on sait très bien qu'aujourd'hui, on veut revenir à un produit local. Et la traçabilité, connaître, savoir les choses, se nourrir d'un territoire. Pour une question économique, et surtout pas que les gens ne viennent pas vous dire, comme j'entends certains, vous savez, nous en Bretagne, on est les champions du monde, des rockstars de la grande distribution, que grâce à eux, les pauvres peuvent se nourrir. C'est honteux de dire une chose pareille. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir tenté d'industrialiser l'alimentation et la nourriture. Comme quoi il fallait abandonner la cuisine, c'était une zone subalterne qu'il fallait laisser évidemment à l'industrie. Et que la plus belle chose dans la semaine, c'était de pousser un caddie et le remplir de plats tout préparés, avec du gras, du sel, du sucre, des texturants de synthèse et des colorants de synthèse. Ce monde-là est mortifère. Et il nous appartient, nous cuisiniers de renom, pas simplement d'aller faire les jolis cœurs à Top Chef ou à des machins entre deux publicités d'ailleurs de produits souvent peu recommandables. Mais il nous appartient d'être les sentinelles et les deux garants, de mettre en avant et d'appuyer nos producteurs pour qu'ils puissent s'épanouir avec leur communauté dans une dimension collective pour aller encore peut-être plus loin que les AOP. Il y a une multitude d'initiatives. Quand on sait, par exemple, en Bretagne, 30% des exploitations agricoles aujourd'hui se développent en agriculture biologique. Il faut aider aussi ceux qui sont retrouvés pris entre eux. Vous savez ce qu'on appelle le fameux mot coopérative. Il ne reste plus que le mot de coopérative, parce qu'ils sont surtout muselés. On a été dans une impasse. Il ne s'agit pas de pointer du doigt un peu plus ce qui s'est passé. Faisons table rase. Il faut retrouver à travers l'alimentation aussi la concorde d'un peuple. Il ne s'agit pas d'affronter
les conventionnels. Oui. Mais lorsque les cuisiniers, nous devons prendre la parole. Nous devons vous aider, vous les politiques, à avoir l'audace de prendre des décisions, à aller plus loin. Nous sommes derrière vous. La haute gastronomie française est derrière vous. Les cuisiniers, ce n'est pas simplement les toquer, parce que je pense en particulier à tous ces cuisinières et ces cuisiniers qui travaillent, je n'aime pas ce mot, restauration collective, mais la restauration de tous les jours, où là on est obligé de se nourrir, ce n'est pas un choix, il faut aller en entreprise, il faut aller à l'école, dans la cantine, dans l'université, dans l'EHPAD, dans la prison, dans l'hôpital, peu importe. Mais l'alimentation, il faut la voir comme une opportunité, ce qui va se passer. Il ne va pas falloir se tromper, vous avez parlé du danger par rapport à l'Europe. Vous avez parlé des dangers également par rapport à ces multinationales qui veulent finalement s'approprier ce label, construit pas à pas. Eh bien, aujourd'hui, c'est une opportunité d'aller un peu plus loin dans ces appellations, mais c'est surtout une opportunité de positionner l'alimentation comme étant au cœur, comme étant la clé de la transition écologique, non seulement alimentaire, mais de la transition écologique dans sa globalité. J'en prends pour preuve. Vous savez, nos professeurs, moi, mes professeurs, ils étaient trotskistes, maoïstes, Front de Libération de Bretagne. J'étais donc trotskiste, maoïste, Front de Libération de Bretagne. Aujourd'hui, les profs, et depuis plus de 20 ans, ils ont la chance d'être... Ils en font plus de politique, ils sont écœurés. Et je salue d'ailleurs le monde de l'enseignement dans sa globalité, où en général, quand quelque chose ne va pas dans la société, on le redonne à l'éducation nationale. Mais, et en particulier sur le terrain, ces hommes et ces femmes qui tentent d'éduquer nos enfants. Mais, au-delà, il faut bien comprendre que ces profs sont pétris d'écologie. Et ils ont pétri d'écologie nos enfants. Et nos enfants nous parlent qu'il faut couper le robinet. Effectivement, lorsqu'on se brosse les dents, on ne jette pas des papiers. Mais ils n'ont toujours pas, ils n'avaient toujours pas compris qu'ils faisaient partie de la grande dame nature et étaient capables de s'avaler une espèce de burger, une espèce d'éponge de gras, de graisse et de sucre qu'ils vont ensuite faire gonfler avec une espèce de coca. Vous voyez, cette boisson marronasse qui ressemble à rien et qui pétille. Eh bien, c'est quand même... Et cette reconnexion, tout d'un coup, de l'individu avec la nature, ça s'appelle tout simplement l'alimentation et le bien manger. Et pour que le bien manger fasse des grands pas, il ne faudra pas essayer de convaincre même des personnes, même déjà à votre âge. Il faut convaincre les petits. Et avec mon ami Michel Guérard, lui aussi, grand pourfendeur, qui lui avait déjà imaginé il y a plus de 30 ans la cuisine minceur. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand on s'intéressait à la bonne cuisine, à la gastronomie, il fallait avoir un ventre comme ça, avec un gros nez comme ça. Les temps ont changé, tant mieux. Et aujourd'hui, on est passé dans la cuisine santé, mais dans la cuisine qui fait du bien. Une cuisine qui ferait du bien d'abord à ceux et à celles qui la façonnent. Je parle des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Une cuisine qui ferait du bien à l'environnement, à la terre, à l'air, aux eaux de surface, aux eaux souterraines, aux terres, aux vivants. Une cuisine qui ferait du bien, évidemment, à ceux que l'on nourrit, par la santé, mais aussi une alimentation qui ferait du bien au portefeuille de chacun. Parce que cuisiner le joli produit, c'est la manière de se nourrir au plus bas coût. Vous voyez, ce qui se passe, qui peut paraître aujourd'hui comme un obstacle, est une formidable opportunité. Mais il ne va pas falloir se louper, parce que l'opportunité, c'est 2020. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2020, on renégocie la PAC. Et là, on est parti pour 20 ou 25 ans ce que sera notre agriculture, notre élevage en France. Redéfinir ce qu'est une exploitation agricole, sa dimension sociétale, économique, paysagère. Si l'on ne prend pas en compte l'ensemble et si on continue à payer, à apporter des subventions au productivisme, à l'hectare, à la culture imposée, alors on va dans le mur.
La Bretagne, 7 millions de porcs qui défèquent tous les matins sur nos côtes. Nouveau plan de relance de la PAC par rapport au plan volaille. On dit la France, il lui manque 50% de volaille. Ça, c'est juste anecdote, mais il est important de comprendre quand même ce qui se passe. Donc, il lance plusieurs centaines de millions pour relancer la filière volaille en Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a 100 élevages qui vont passer de 20 à 200 000 poulets. Je rappelle que c'est 47 poulets au mètre carré. D'accord ? Eh bien, là, ce sont les subventions de la PAC adoubées d'un financement de l'Arabie saoudite. Comment ça se passe? On fait venir du tourteau de soja du Brésil, évidemment Monsanto, évidemment OGM. On va le faire venir, on va d'abord évidemment déforester une partie de la forêt amazonienne, on va bien arroser le tout de glyphosate, on va ramener ce joli produit à Lorient. Tiens, à Lorient. À Lorient. Ça fait des sous pour le port de Lorient, c'est bien. Et ensuite, on va donner cette nourriture à ces volailles en Bretagne, pour ensuite les revendre à hauteur de 70%, parce que c'est bien là le marché, pour les Émirats. Qu'est-ce qu'il nous reste, nous, les Bretons? La fiente. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On dit, mais c'est une formidable idée d'avoir de la fiente. Vous savez, c'est comme le lisier de porc. Les Bretons, vous allez avoir une autonomie en énergie, parce qu'on va faire du méthane. Non, mais ce monde-là, on n'en veut plus. Là, je vous le dis, mesdames et messieurs les politiques, nous n'en voulons plus. Si vous allez, c'est plus que des bonnets rouges que vous allez avoir. Le monde agricole va se lever. Pêcheurs, agriculteurs, patrons, ouvriers. Nous ne voulons plus de cette Bretagne. Et nous ne voulons plus, justement, de cette agriculture. Et pour conclure, je vais quand même faire une analogie par rapport à la manière dont l'industrie et les gros s'approprient finalement des labels de qualité. Je veux parler du bio parce que ça fait 30 ans que je m'y investis. Et quand je vois aujourd'hui l'industrie et la grande surface s'approprier le bio, il y a vraiment une escroquerie. Il y a des hommes et des femmes, il y a 30-35 ans, on les prenait pour des gauchos, des babas, des farfelus, qui nous ramenaient 2-3 légumes comme ça sur les marchés, des produits issus de l'agriculture biologique. On disait, mais ça n'a même pas de tenue, regarde ta carotte, elle a des trous partout. Il n'y a que des fous comme nous qui acceptons cette chose-là. Et tout d'un coup, on a compris, c'est pas parce que le produit n'avait pas eu de traitement, mais ces gens-là ont tout d'un coup repris l'essence même de l'agriculteur, de trouver le meilleur, et tentaient de sélectionner des variétés, non pas qui étaient parfaitement calibrées, ou qui poussaient très vite, ou qui étaient totalement standardisées, mais tout d'un coup qui avaient du goût. Et puis, il les cultivait d'une manière très respectueuse, et puis il les emmenait à terme également au moment parfait de la récolte, donc à parfaite maturité. Les gens qu'il transformait, et l'état d'esprit des gens qui produisaient le bio, qui transformaient le bio, qui vendaient le bio, mais aussi qui achetaient le bio, c'était un état d'esprit. Aujourd'hui, comme c'est devenu un poids économique, et vous savez que le bio, c'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. C'est la raison pour laquelle 30% des produits bio aujourd'hui en France contiennent des pesticides. Obligation de moyens, pas de résultat. Les mailles de la raquette se sont élargies. Pourquoi? Parce que comme tout d'un coup, c'est un vrai poids économique, eh bien les tricheurs sont partout. Et ça, c'est les dirigeants de Bureau Veritas qui le disent et qui l'écrivent. Et quand on sait qu'aujourd'hui la grande surface fait des marges à hauteur de 75% supérieures par rapport à un produit conventionnel, on se dit mais qui s'engraisse? Et quand je vois Leclerc bio, je me dis et pourquoi pas Monsanto bio? Il y a une supercherie. Et quand on nous demande, quand ces gens-là ont tenté cet été, au mois d'août, de faire croire que l'on... Alors, si vous ne le savez pas, la Bretagne, porc, ok, volaille, ok. Mais aussi, on fait 50% des tomates françaises. 50%. Ben évidemment, on sait très bien que la Bretagne est un pays extraordinairement ensoleillé et où les tomates se gorgent de soleil. Eh bien, il y avait une faille dans le cahier des charges où, dans le bio, il n'était pas précisé si les serres pouvaient être chauffées ou pas.
Ben, si c'est pas marqué, c'est qu'on peut chauffer. Eh bien, on était parti pour faire des tomates et des aubergines et des courgettes bio dès le mois de janvier. Mais qui comprennent que cette jeunesse qui va souhaiter une nouvelle alimentation, parce que l'alimentation, c'est la première médecine préventive. L'alimentation, la nourriture, c'est ce qui permet de prolonger la vie de chacun. C'est peut-être l'acte principal dans la vie. Eh bien, ils n'y arriveront pas parce qu'il y a la notion du vivant et du bon sens. Et ce n'est pas une question de revenir en arrière, parce que justement, au contraire, cette nouvelle agriculture devra faire appel à toutes ces nouvelles connaissances. Donc, je me permets de conclure, j'ai peut-être été un petit peu long. Je pense, d'abord, je vais vous donner deux phrases. Il y a la fameuse définition de l'amour d'Aristote, parce que la cuisine, c'est de l'amour. La nourriture, c'est de l'amour. C'est pour ça que quand on a laissé finalement filer, on a tous une part de responsabilité, nous les parents et nos grands-parents même. On l'a laissé à l'industrie, on a commis une erreur gravissime. C'est la première fois dans l'humanité que ça arrive. Mais quand une mère cuisine, un père cuisine, un grand-père, une grand-mère, un ami, une amie, il y a un acte d'amour. La finalité, c'est pas comme dans l'industrie, la finalité, c'est justement pas le profit. Nourrir ne peut pas s'associer au monde industriel. Nourrir, c'est un acte de chacun au quotidien, dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque collectif de la planète. Et là, la phrase d'Aristote disait « L'amour, c'est vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre ». Si on reprend cette définition d'Aristote, alors effectivement, la cuisine est un premier acte d'amour. Surtout lorsque ce quelqu'un est un autre et est un inconnu. Et enfin, vous dire, là je m'adresse évidemment à ces jeunes députés, et toute cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui dans cette grande maison, et aussi à toute la jeunesse. Ça, c'est la fameuse phrase d'Henri Bergson. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup.